Ce contenu est destiné uniquement à des fins informatives et de divertissement. Discrétion conseillée. Dans une salle d'audience fédérale où Sean Diddy Combs fait face à des accusations extrêmement graves, un élément inattendu a bouleversé le cours du procès. Ce n'était ni une déclaration de témoin, ni une preuve audiovisuelle, mais les mots écrits de la main de l'accusé lui-même, retrouvés dans un journal personnel dissimulé derrière une fausse cloison, enfermé dans un coffre-fort blindé, lui-même extrait d'un manoir à Miami, mystérieusement ravagé par un incendie. Ce journal n'était pas censé être découvert. Ces pages, rédigées à la main, révèlent ce que les procureurs qualifient de preuve la plus accablante jamais dévoilée dans l'histoire du divertissement. L'une des dernières entrées ne se contentait pas d'un simple aveu. Elle exposait un réseau entier, un système secret, impliquant des figures puissantes du monde du spectacle, de la politique et des forces de l'ordre. Lorsque le juge a lu ces mots à voix haute, le masque d'assurance de Diddy s'est effondré. Son regard s'est figé, ses doigts se sont crispés sur la table, ses jointures blanchies par la tension. Et, pour la première fois, la peur se lisait clairement sur son visage. Mais qui avait-il réellement dans ces dernières lignes? Quel nom apparaissait dans ce que les enquêteurs appellent aujourd'hui un cercle de protection? Et pourquoi, au moment où le juge a atteint la dernière page, tous les appareils d'enregistrement ont été immédiatement bannis de la salle? Ce procès dépasse le cadre judiciaire habituel. C'est la dissection méthodique d'un empire bâti sur des secrets inavouables, des vérités que l'on pensait à jamais enterrer. Tout a commencé avec un coffre brûlé, et se termine par des révélations si explosives qu'elles pourraient bien transformer à jamais l'industrie du divertissement. Devant le tribunal fédéral de Manhattan, les journalistes s'activent, les experts légaux peinent à donner un sens à ce qu'ils viennent d'entendre. L'audience avait débuté comme tant d'autres, avocats installant leur dossier, public attentif, accusés calmes et confiants malgré la gravité des accusations. Puis, le choc. 2 agents du FBI ont présenté un coffre-fort calciné, noirci par le feu. Ce coffre avait été récupéré lors d'une perquisition dans une pièce secrète de la résidence de Diddy, peu avant que les flammes ne ravagent le bâtiment. Les procureurs suggèrent qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Quelqu'un aurait tenté de faire disparaître des preuves. Trop tard. Le journal avait déjà été saisi. À l'intérieur, un carnet en cuir, aux pages encore lisibles, où l'accusé aurait consigné par écrit plus de 20 années d'activités illicites, incluant nom, lieu, détails. À la vue de cette preuve, le silence s'est abattu sur la salle. Le visage de Diddy s'est durci, mêlant incompréhension, colère et panique. Son avocat a tenté d'empêcher la présentation du document, mais le juge a tranché. Les preuves avaient été analysées le matin même, leur validité ne pouvait être ignorée. Le juge a alors ouvert le journal, l'a lu silencieusement, page après page. Son expression s'est assombrie, jusqu'à ce qu'il s'interrompe, relève la tête et annonce une décision historique. Il lirait lui-même à voix haute certains passages, tout en masquant pour l'instant quelques noms clés. Diddy, transpirant, visiblement au bord de l'effondrement, a été retenu par son avocat tandis que le juge, lentement, commençait à réciter les mots de la dernière entrée. Personne n'était prêt pour ce qu'il s'apprêtait à dévoiler. Le journal intime s'ouvre sur des entrées remontant au début de la carrière de l'accusé. Avant même d'en lire la dernière page, le juge a pris le soin d'expliquer son contenu et sa pertinence. Ses premiers écrits dessinaient déjà un schéma comportemental inquiétant, directement lié aux accusations portées contre lui. Ce n'était pas un simple récit de parcours vers la célébrité. C'était une cartographie froide et méthodique d'un système fondé sur le contrôle, la manipulation et les alliances stratégiques. Très tôt, l'auteur y décrivait comment il identifiait des artistes vulnérables, repérait leurs faiblesses et s'en servait pour garder un pouvoir sur eux. Certaines pages évoquaient même des soirées secrètes où des invités, filmés à leur insu dans des situations compromettantes, servaient ensuite de garantie. Ces images devenaient ce qu'il appelait lui-même des assurances. Page après page, le journal se révélait comme un véritable mode d'emploi de son ascension. Une réussite qui ne reposait pas uniquement sur le talent, mais sur la peur, le chantage et l'accès privilégié à des figures influentes du monde politique et du business.
Le juge poursuivait sa lecture, décrivant l'évolution du ton du journal. Les premières notes, pleines d'ambition, laissaient place à des comptes rendus froids, cyniques, d'un homme qui ne voyait plus les gens que comme des leviers à actionner. Il y avait des listes de fidèles exécutants, des moyens de pression sur ceux qui résistaient et des stratégies pour neutraliser toute dissidence. Un passage glaçant décrivait une méthode récurrente: isoler les jeunes talents de leur entourage, créer une dépendance financière, puis utiliser leur carrière comme outil de chantage. La phrase qui revenait le plus souvent dans ces pages: une fois dans la famille, ils n'en sortent jamais. Les procureurs ont souligné que ce journal venait renforcer les témoignages déjà entendus. Plusieurs anciens collaborateurs avaient raconté ce sentiment d'être prisonniers, sous menace constante, convaincus que désobéir pourrait ruiner leur vie, ou pire. Des experts du FBI ont confirmé l'authenticité du journal. L'analyse de l'écriture, du papier et de l'encre correspondait parfaitement. Des traces de tentatives de destruction, notamment par le feu, témoignaient selon eux d'une volonté claire d'effacer ces preuves, ce qui pourrait être interprété comme un aveu implicite de culpabilité. Ce qui rendait ce carnet si puissant sur le plan judiciaire, c'était sa capacité à relier des événements autrefois isolés. Des noms déjà évoqués au cours de l'enquête apparaissaient désormais dans les propres mots de l'accusé, confirmant des liens qu'il avait pourtant niés sous serment. À mesure que le juge avançait dans son résumé, la tension dans la salle devenait insoutenable. L'équipe de défense semblait déstabilisée, échangeant des notes dans la panique. Une demande de pause a été rejetée. Le juge a ordonné que la lecture finale se poursuive. Il s'est alors penché sur la dernière page écrite du journal. Un silence total s'est installé. Il a annoncé qu'il lirait les mots exacts, seuls certains noms étant volontairement masqués. Il a pris une inspiration et commencé: « La réunion avec noms masqués a été un échec. La pression est trop forte. L'enquête fédérale avance et il n'y a plus moyen de l'arrêter. Après tout ce que j'ai fait pour lui, les campagnes financées, les fêtes organisées, il fait comme si on ne se connaissait pas. La loyauté ne signifie plus rien. J'ai appris que nom masqué parle au procureur. Après tout ce temps à la couvrir, à la maintenir dans la lumière, voilà comment elle me remercie. Elle sait tout. Sur Miami, sur les opérations dans les Hamptons. Elle était présente. Elle a participé. Maintenant, elle réclame l'immunité. Pour lui, il n'y a pas de victimes, seulement des partenaires volontaires qui cherchent aujourd'hui à se sauver eux-mêmes. Les consignes sont claires: vider les planques, effacer les systèmes de sécurité, transférer les avoirs vers les comptes offshore. Le disque contenant les enregistrements doit disparaître, trop de visages reconnaissables, trop de gens puissants qui ne peuvent se permettre d'être associés à ce qui s'est déroulé entre ces murs. Un appel venu de Los Angeles a confirmé qu'un grand jury allait être réuni. Quelqu'un a parlé. Il affirme avoir rappelé à certains ce qu'ils détenaient contre eux. Il fallait que le cercle de protection tienne bon. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il faisait disparaître un problème. Et si ce journal venait à être retrouvé, ce qu'il estimait impossible, il voulait que les choses soient claires. C'est lui qui a bâti cet empire. Il a façonné des stars, créé des carrières, élevé au rang de roi et de reine des gens partis de rien. Ils lui doivent tout. Et ils savent ce qui arrive quand on oublie de rembourser une dette. Le système, écrit-il, est conçu pour protéger des hommes comme lui. Des juges, des procureurs, des agents de la loi. Beaucoup ont profité de ces soirées, accepté ses cadeaux, bénéficié de son influence. Le toucher, c'est se compromettre eux-mêmes. Il mentionne un rendez-vous avec un contact confidentiel pour finaliser un plan de repli. Si tout devait s'effondrer, un mécanisme de vengeance serait déclenché, et personne ne s'en sortirait indemne. Il parle d'une liste, conservée dans un lieu secondaire. 43 noms. Pour chacun, des vidéos, des relevés financiers, des messages. C'était son assurance. Et c'est ce qui, jusqu'à présent, l'a toujours protégé. Parce qu'ils savent tous que s'il tombe, il les entraînera avec lui. Lorsque le juge a terminé la lecture, il a levé les yeux. Didi, figé, le visage vidé de toute couleur, ne bougeait plus. Son avocat, tête baissée, semblait à bout. Le juge a précisé que l'entrée se terminait par une liste de noms, scellée pour l'instant car toujours en cours d'enquête.
Mais il a souligné que beaucoup d'entre eux occupaient des postes de grande influence dans les milieux du divertissement, de la politique et de la justice. Le procureur s'est levé et a demandé que le journal soit inscrit comme pièce à conviction officielle et que la libération sous caution soit immédiatement révoquée, au vu des éléments présentés. Volonté manifeste de cacher la vérité, pression sur des témoins potentiels. L'avocat de la défense a bondi, protestant que le journal ne pouvait être validé aussi vite, qu'ils avaient besoin de l'examiner avec leurs propres experts. Le juge a imposé le silence. Le journal est officiellement versé au dossier. Concernant la demande de révocation de la caution, il n'a pas pu finir. Didi s'est soudain jeté sur la table, tentant d'arracher le journal. Son visage exprimait à la fois la rage et la terreur. Les agents de sécurité l'ont immédiatement immobilisé, tandis qu'il criait « Ce n'est pas à moi! Ce n'est pas à moi! Ils m'ont piégé !» C'était la première fissure dans le masque soigneusement entretenu depuis le début du procès. Le juge, impassible, a martelé son marteau pour rétablir l'ordre. Lorsque le calme est revenu, sa décision a été ferme. La caution est révoquée. L'accusé restera en détention pour toute la durée du procès. Escorté hors de la salle, Didi n'a pas dit un mot. Les journalistes se sont précipités à l'extérieur pour annoncer la nouvelle. Le journal venait de tout changer. Une fois la salle reprise en main, le procès a continué. L'agent spécial du FBI, Melissa Rodriguez, a été appelée à la barre. Elle a expliqué pourquoi ce document était une pièce maîtresse de l'enquête. Il confirmait, dans les mots mêmes de l'accusé, tout un système structuré de contrôle et d'exploitation, comme décrit par plusieurs témoins. À l'aide de passages soigneusement sélectionnés, les procureurs ont dressé le portrait d'une machine parfaitement huilée, surveillance constante, chantage organisé, alliance bien placée. L'agent Rodriguez a résumé ainsi: ce qu'il appelait le cercle, c'était un noyau de personnes de confiance, chargé de maintenir l'emprise sur les victimes et d'assurer leur silence. Le journal intime révèle des éléments profondément troublants. On y trouve de nombreuses références à des dispositifs d'enregistrement dissimulés dans plusieurs propriétés de l'accusé, notamment dans des chambres à coucher et des salles de bain. Une entrée particulièrement glaçante décrit comment de jeunes artistes ou des partenaires d'affaires potentiels étaient invités à des événements présentés comme de simples rencontres professionnelles. Mais une fois sur place, ils étaient discrètement conduits vers des pièces privées, où ils étaient filmés à leur insu dans des situations compromettantes. Ces vidéos devenaient ensuite des outils de pression, utilisés si jamais l'un d'eux voulait couper les liens ou parler publiquement. Le journal comporte même une section distincte, intitulée « Assurance », où l'accusé aurait répertorié de manière précise le matériel qu'il détenait sur certaines personnes, avec des annotations sur la manière dont ces éléments pourraient être exploités en cas de besoin. Selon l'agent Rodriguez, ce journal venait appuyer les déclarations de plusieurs témoins qui avaient décrit avoir reçu des menaces ou avoir vu leur carrière brutalement brisée après avoir tenté de s'éloigner de son influence. L'une des entrées mentionnait, de manière explicite, qu'un rappel d'une certaine vidéo tournée dans les Hamptons avait soudainement rendu une femme beaucoup plus conciliante au sujet d'un contrat. Ce passage concordait parfaitement avec le témoignage d'une témoin qui avait affirmé avoir été contrainte de signer un contrat désavantageux après avoir été menacée par la divulgation d'images compromettantes. Le journal allait encore plus loin, en détaillant l'existence d'un réseau de propriétés, souvent enregistrés au nom de sociétés écrans. Ces lieux étaient utilisés pour des activités discrètes, loin des regards. On distinguait deux types de lieux, ceux dits propres, sans enregistrement, et ceux câblés, entièrement équipés de caméras et de micros dissimulés. Mais ce qui renforçait encore plus la gravité des accusations, c'étaient les preuves financières disséminées dans le journal. Des virements réguliers étaient soigneusement notés, des paiements à des individus ayant assisté ou été victimes de certaines situations. Le but n'était pas uniquement de les faire taire, mais de les maintenir dans une dépendance financière totale, les rendant incapables de se retourner contre lui. Les enquêteurs du FBI ont confirmé que ces transactions correspondaient à des relevés bancaires authentifiés au cours de l'enquête. Ce journal, désormais, ne se résumait plus à un simple document. Il devenait la clé de voûte d'une affaire complexe, liant témoignages, preuves financières, vidéos secrètes
et messages de menace. Pendant la lecture, Didi était étrangement figé. Le masque d'assurance qu'il portait depuis le début du procès s'était effondré. Son regard passait nerveusement de ses avocats au journal posé sur la table des preuves, puis vers la sortie, comme s'il cherchait une échappatoire. Mais le coup de théâtre est survenu avec l'arrivée d'un nouveau témoin, inattendu, Jason Mitchell. Ancien responsable de la sécurité pour Didi durant près d'une décennie, il s'est avancé vers la barre, le visage grave, mais résolu. Il n'était pas sur la liste initiale des témoins. Le parquet a expliqué qu'il avait décidé de se manifester après la révélation du journal, convaincu que la vérité finirait par éclater, avec ou sans lui. Mon rôle n'était pas seulement de le protéger de menaces extérieures, a-t-il déclaré. C'était surtout de faire en sorte que ce qui se passait à l'intérieur n'en sorte jamais. Il a confirmé de nombreux éléments décrits dans le journal, les caméras installées dans des zones sensibles, les consignes strictes et les méthodes de manipulation. On avait des protocoles, a expliqué Mitchell. Les cibles de haute valeur, stars, producteurs, décideurs, étaient guidées vers des chambres précises. On inventait même des histoires, comme une fuite d'eau, pour les faire changer de pièce et les diriger vers celles équipées. Il a également révélé l'existence d'un espace appelé la bibliothèque, un système d'archives numériques hautement sécurisé où les enregistrements étaient conservés, accessibles uniquement à Didi et à ses collaborateurs les plus proches. Mitchell a témoigné que l'accusé visionnait parfois lui-même les vidéos, prenant des notes sur les faiblesses des individus filmés, sur ceux aménagés, parce qu'ils détenaient eux-mêmes du pouvoir. À chaque phrase, l'avocat de la défense tentait de faire opposition, remettant en cause la pertinence du témoignage. Mais les révélations s'accumulaient, et la salle d'audience, suspendue à chaque mot, ne détournait plus les yeux. Le juge a rejeté les objections de la défense, soulignant que les déclarations de Mitchell confirmaient directement les éléments contenus dans le journal. Puis, Mitchell a fait une révélation qui a provoqué un véritable choc dans la salle d'audience. C'était lui qui avait installé le coffre-fort dans lequel le journal avait été retrouvé. Monsieur Combs était obsédé par la sécurité de certains documents, a-t-il expliqué. Il m'a demandé d'installer ce coffre derrière un mur dissimulé dans la maison de Miami. C'était en 2017. D'après lui, le propriétaire lui avait clairement indiqué que ce coffre devait contenir des documents capables de faire s'effondrer toute l'industrie, s'il venait un jour à être dévoilé. Le procureur a alors présenté à Mitchell les photos du coffre brûlé. Sans la moindre hésitation, il a confirmé qu'il s'agissait bien de celui qu'il avait installé, reconnaissant plusieurs dispositifs de sécurité personnalisés qu'il avait lui-même intégrés à la demande de Didi. À la question « Savez-vous ce qu'il gardait dans ce coffre ?» Mitchell a répondu « Il l'appelait sa police d'assurance ». Il a précisé que, si quelque chose devait lui arriver, il devait accéder au coffre grâce à un code connu de lui seul et transmettre son contenu à un avocat spécifique. Ce contenu, selon Didi, contenait assez d'informations pour entraîner dans sa chute tous ceux qui s'étaient un jour opposés à lui. À ces mots, Didi a réagi de manière visible. Sa façade de calme s'est fissurée. Il s'est penché vers son avocat et a murmuré frénétiquement à voix basse, comme incapable de dissimuler sa panique. Mitchell a poursuivi son témoignage, expliquant qu'il avait quitté son poste peu après avoir assisté à plusieurs situations profondément dérangeantes. Ce n'était plus seulement un poste de sécurité, mais une collaboration active dans un système structuré d'emprise et d'abus. Le point de rupture pour moi, a-t-il dit, la voix plus faible, c'était une affaire impliquant une jeune artiste. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. J'ai vu M. Combs l'isoler, la rendre dépendante. Il a marqué une pause, inspiré profondément, avant de conclure. J'ai vu le résultat. J'ai vu la personne qui est entrée dans cette maison, et le fantôme qui en est sorti 3 jours plus tard. Je ne pouvais plus continuer. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas parlé plus tôt, sa réponse a figé la salle. Par peur. J'ai vu ce qu'il faisait à ceux qui se retournaient contre lui. Je l'ai même aidé à le faire. Je savais trop de choses. Je n'étais pas juste témoin. J'étais complice. Mais quand j'ai appris que le journal avait été retrouvé, j'ai compris que la vérité sortirait, avec ou sans moi. Et je ne pouvais plus vivre avec ce silence. À cet instant, le journal n'était plus simplement une pièce à conviction. C'était devenu le cœur d'un système de manipulation,
de domination et de criminalité. Et selon Mitchell, ce système ne s'arrêtait pas à Didi. Il s'étendait à des figures influentes du monde du spectacle, des affaires, et même au-delà. Juste après, l'atmosphère déjà électrique est montée d'un cran, avec l'arrivée d'un nouvel expert, appelé à la barre, la docteure Eleanor Vasquez, psychologue judiciaire spécialisée dans l'analyse de documents écrits à des fins de profilage psychologique. Elle n'a pas lu le journal comme une simple preuve de crime. Elle y a vu un accès direct à l'esprit de son auteur. Son analyse de l'entrée finale du carnet a été particulièrement accablante. Ce que nous voyons ici, a-t-elle déclaré, c'est le profil d'un individu convaincu de détenir un pouvoir absolu sur les autres. Le langage utilisé est révélateur. Les gens ne sont plus considérés comme des êtres humains, mais comme des ressources, des investissements, des propriétés. Elle a cité plusieurs passages révélateurs d'un schéma constant de narcissisme destructeur et de contrôle psychologique, ponctuant son propos d'une phrase qui revient fréquemment dans le journal. « Ils me doivent tout. Je les ai créés à partir de rien. Personne n'a le droit de s'en aller. » Ces mots, extraits du journal intime, traduisaient une vision du monde profondément inquiétante. Pour leur auteur, les autres n'existaient que comme des extensions de sa propre volonté. Selon la psychologue judiciaire Dr Vasquez, ce langage trahissait une absence totale de reconnaissance de l'autonomie d'autrui. Aucune place n'était laissée à la liberté individuelle. Tout tournait autour du contrôle, de la possession, de la domination. Mais alors que l'experte poursuivait son analyse, un événement inattendu a bouleversé l'audience. Didi, visiblement de plus en plus nerveux, s'est levé brusquement. « Je veux parler », a-t-il lancé, d'une voix qui a transpercé le silence de la salle. Son avocat, pris de court, a tenté de le retenir en lui murmurant à l'oreille, mais il l'a repoussé avec agitation. « Votre honneur », a-t-il insisté en s'adressant au juge, « je dois répondre à ces mensonges. » Le juge a immédiatement frappé de son maillet. « Monsieur Combs, vous êtes représenté par un avocat. Si vous souhaitez témoigner, cela se fera en temps voulu, selon les procédures. » Mais Didi a ignoré l'avertissement. « Ce n'est pas mon journal. Ce n'est pas mon écriture. C'est un piège. » Le juge a élevé le ton. « Asseyez-vous immédiatement ou vous serez expulsé de cette salle. » Didi est resté debout, débordé, hors de contrôle. « Vous ne comprenez pas, » a-t-il continué en haussant la voix. « Il y a des gens très puissants qui veulent me faire taire. C'est une conspiration. » Le juge a alors ordonné l'évacuation immédiate du jury. Tandis que les jurés étaient escortés hors de la salle, Didi poursuivait, de plus en plus désorganisé dans ses propos. Lorsque la pièce fut vidée, le juge s'est adressé directement à lui. « Ce comportement est inacceptable. Vous avez un avocat compétent. Ce n'est pas à vous de vous adresser à la cour à ce stade de la procédure. » L'avocat de la défense est intervenu à son tour. « Votre honneur, nous demandons une brève suspension pour nous entretenir avec notre client. » Le juge a accepté. À la reprise, l'ambiance avait changé du tout au tout. Didi était de retour à sa place, mais l'homme confiant qui dominait le procès n'était plus là. Le regard vide, le corps affaissé, il semblait vidé de toute énergie. Son avocat s'est levé et a déclaré « Compte tenu des éléments présentés aujourd'hui, la défense souhaite une suspension pour envisager d'éventuelles pistes de résolution avec le ministère public. » Dans la salle, chacun avait compris. C'était une ouverture vers une négociation de plaidoyer. Mais la réponse du procureur a été sans appel. Vu la gravité des faits et les comportements menaçants du prévenu, même ici au tribunal, nous ne sommes pas disposés à entamer des négociations. Nous poursuivrons la procédure jusqu'à son terme. Le juge a alors pris la parole avec une gravité inédite. Il a ordonné la mise en place d'un protocole spécial pour protéger l'intégrité du journal. Celui-ci serait placé sous surveillance permanente et son accès strictement limité au personnel judiciaire essentiel. Il a également ordonné que tous les témoins ayant déjà témoigné ou prévu pour la suite soient placés sous protection fédérale, soulignant que cela soit clair, toute tentative d'intimidation de témoins ou de manipulation de preuves sera traitée avec la sévérité maximale de cette cour. À ce moment, le procès avait cessé d'être un simple affrontement judiciaire.
Il s'agissait désormais d'un homme autrefois considéré comme intouchable, confronté à la chute brutale de l'Empire qu'il croyait invulnérable. Le journal, sauvé des flammes censées le détruire, devenait une voix pour tous ceux qui avaient été réduits au silence pendant des années. Ces révélations provoquaient une onde de choc bien au-delà du tribunal, jusque dans les coulisses de l'industrie du divertissement et même au-delà. Devant le palais de justice, les journalistes se pressaient, tandis que les analystes juridiques tentaient d'expliquer ce qui venait de se passer. Ce que nous avons vu aujourd'hui, déclara Maya Richardson, analyste légale devant les caméras, n'est pas qu'un tournant dans cette affaire, c'est peut-être le début de l'effondrement d'un système entier. Ce qui aurait pu sembler n'être qu'un élément de plus dans une affaire judiciaire explosive s'est transformé en tournant historique. Le journal intime de Didi ne désigne pas un seul homme. Il expose un système entier, un réseau complexe de protection, de silence et d'exploitation enraciné au cœur même de l'industrie du divertissement. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Dès que le contenu du journal a commencé à filtrer, les réseaux sociaux se sont enflammés. Un hashtag accusateur a envahi les tendances mondiales, et ce que beaucoup avaient autrefois balayé comme de simples rumeurs revenait maintenant comme des vérités accablantes. Ce qui avait été tu pendant des années ne pouvait plus être ignoré. Mais ce qui a surtout attiré l'attention, c'est le comportement de certaines célébrités et hauts dirigeants de l'industrie. Moins de 24 heures après que le journal a été admis comme preuve, plusieurs jets privés ont quitté Los Angeles, à destination de pays réputés pour leur absence de traité d'extradition. Aucun lien officiel n'a été établi, mais la coïncidence paraissait troublante. De grandes entreprises de l'industrie du spectacle ont publié en urgence des communiqués soigneusement rédigés, affirmant leur engagement pour la sécurité et leur tolérance zéro envers les abus. Des déclarations jugées hypocrites par de nombreux observateurs qui rappelaient que ces mêmes entités avaient maintenu des partenariats étroits avec Didi pendant des décennies, malgré des soupçons persistants. Encouragés par l'effondrement de l'aura d'intouchabilité qui entourait Didi, anciens employés et collaborateurs ont commencé à témoigner. Certains ont raconté ce qu'ils avaient vu, d'autres ont révélé avoir été victimes de pressions ou de menaces. Le climat de peur s'effritait, et avec lui, la barrière du silence. Des sources proches des autorités judiciaires ont confirmé que les noms mentionnés dans les sections encore confidentielles du journal avaient déclenché plusieurs enquêtes simultanées dans différentes juridictions. Des perquisitions auraient été menées dans des propriétés appartenant à des dirigeants de studios et même un élu. Sur les plateaux télé, psychologues et spécialistes du trauma ont décrypté le fonctionnement psychologique de ces cercles d'influence et d'abus. Selon eux, des milieux comme celui du divertissement, où la célébrité est synonyme de pouvoir absolu, permettent à la violence symbolique, voire physique, de se banaliser. Pour beaucoup de spectateurs, ces révélations ont provoqué un choc profond. Une question douloureuse s'est imposée. Ont-ils, en consommant certains contenus ou en admirant certaines carrières, soutenu sans le savoir un système fondé sur la peur et la manipulation? Didi, lui, a été transféré dans un centre de détention à sécurité renforcée. Celui qui se déplaçait naguère comme s'il était au-dessus des lois est aujourd'hui enfermé entre quatre murs, regardant son empire s'effondrer pierre par pierre. Ce journal, simple carnet de cuir noirci par le feu, a accompli ce que les rumeurs, les murmures et les accusations isolées n'avaient jamais pu faire: connecter les points. Il a révélé un schéma d'abus trop évident pour être nié, trop vaste pour n'impliquer qu'un seul homme. Les experts juridiques anticipent un procès long et tendu. Mais quelque chose a changé à jamais. La question n'est plus de savoir si Didi tombera, mais combien d'autres tomberont avec lui et jusqu'où l'industrie devra aller pour faire face à ces zones d'ombre les plus sombres. Comme l'a dit une survivante à la presse, ce journal prouve ce que nous disons depuis toujours. Ce n'était pas seulement lui, c'était un système qui protégeait les prédateurs et muselait les victimes. Peut-être que maintenant, on nous croira enfin. La tempête ne fait que commencer. D'autres révélations sont à venir, d'autres noms seront cités et d'autres masques tomberont. Mais une chose est sûre, le mur du silence est fissuré et l'industrie du divertissement ne sera plus jamais la même.